Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. J'espère que vous allez passer un très bon moment en notre compagnie, en tout cas, avec toute l'équipe du Bonjour d'Algérie qui va vous accompagner jusqu'à 10h30 du matin avec les rubriques habituelles du vendredi matin, puisque nous sommes le 4 décembre. Nous aurons le plaisir d'être accompagnés par Monsieur Benachnou dans un tout petit moment dans sa rubrique santé. Aujourd'hui, il traitera donc du thème l'historique des personnes en situation de handicap. Il parlera bien sûr de comment éviter un handicap quand on peut le faire, bien sûr, avant la naissance. Nous allons aussi avoir une dame par Skype tout à l'heure. Donc, elle est auteure d'un livre, Honte à ceux qui séparent les épines des roses. Nous l'avions présentée, mais cette fois-ci, elle sera avec nous par Skype pour nous parler de son combat toujours aux côtés des personnes en situation de handicap et notamment les personnes malvoyantes. Elle s'est battue pour toutes ces personnes et pas que, puisqu'elle a monté beaucoup d'associations, elle a monté beaucoup de projets culturels pour l'Algérie et aujourd'hui elle est établie à l'étranger et elle continue à faire beaucoup d'actions culturelles envers son pays. Nous allons la retrouver tout à l'heure, il s'agit de Nassima Khoudri. Et puis on aura aussi une jeune femme qui elle est passionnée et qui est donc leader dans son domaine. Donc c'est l'entrepreneuriat féminin. Elle représente donc cette femme entrepreneur ici en Algérie. Elle est plus précisément dans le software. Elle s'est donc formée et aujourd'hui à la tête d'une entreprise. Elle va nous raconter un petit peu son parcours et elle aide aussi beaucoup les jeunes à travailler dans ce sens-là. Nous allons la retrouver tout à l'heure. Et puis on aura la rubrique association. Kenza Nechar aujourd'hui, elle reviendra sur la journée internationale du volontariat, tout savoir sur toutes ces actions qui sont menées sur le territoire national et comment justement le travail associatif vient aussi valoriser ce travail de volontariat. Nous aurons également Massili Asfarhani dans sa rubrique. Aujourd'hui, il est passionné par l'histoire et l'anthropologie. Aujourd'hui, il va nous parler du royaume de Numidie. Nous allons voyager avec lui dans l'histoire à travers ce grand royaume. Et puis, on terminera l'émission avec une artiste qui nous vient donc de Béjaïa, elle qui a donc sorti son tout dernier clip. Et on va le découvrir avec elle tout à l'heure, Toumliht. Vous allez la découvrir et surtout, elle est passionnée de poésie. Nous ferons connaissance avec elle tout à l'heure. Et vous êtes en train d'écouter cette musique sommaire. C'est donc la musique du grand compositeur algérien qui a travaillé beaucoup avec l'orchestre de l'ENTV. J'allais dire le RTA, mais c'est le NTV. Donc c'est Boudjoumia Merzer qu'on apprécie à travers, bien sûr, cette musique andalouse. Et puis, on n'oublie pas que notre sponsor de Canal Algérie et de Bonjour d'Algérie, c'est aussi Coral Peinture qui va nous accompagner tout au long de l'émission. Allez, vous allez bien sûr vous enquérir des nouvelles du ciel. C'est tout de suite, c'est avec Mina Abed. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Il a bien plu, hein, ces 2 derniers jours. Oui, ça va revenir. Ça va revenir. Il paraît demain. Enfin, ce soir. Ce soir. Oui, voilà, déjà. à partir de ce soir. Parfait, on vous écoute. Merci beaucoup Amel. Bonjour à tous et très bon réveil. Eh bien, aujourd'hui, le ciel deviendra de plus en plus nuageux à partir de cet après-midi avec le retour des pluies à partir de la soirée. D'abord vers la partie ouest et puis le centre en deuxième partie de nuit. On aura un ciel voilé vers la partie est, des vents jusqu'à 50 km/h sur l'ouest et le centre. Et puis sur la partie sud, on notera des passages nuageux avec quelques pluies éparses, notamment sur la Saoura, les oasis et le Sahara oriental, et puis un ciel plutôt voilé vers l'extrême sud, le Hogar et le Tassili. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord entre 18 et 20 degrés. On notera un minimum de 11 degrés à Batna, 21 degrés à Ghardaïa, 19 à Bachar, 23 degrés à Tindouf, 22 degrés à Adrar, 20 degrés à Salah et enfin 35 degrés, ce sera la maximale à Borj Badi Mokhtar et Ngezam. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer très agitée à l'ouest et au centre, agitée
vers la partie est, avec des vents entre 30 et 50 km/h vers l'est du pays, entre 50 et 80 km/h vers l'ouest et entre 60 et 80 km/h vers la partie centre. Place tout de suite au continent africain. Et bien pour aujourd'hui, eh bien on aura un ciel plutôt dégagé à Khartoum et N'Djamena ou encore Niamey, un ciel assez couvert. Du côté de Rabat et puis côté Mercure, on notera 18 degrés à Rabat, 38 à Niamey, 36 à N'Djamena et enfin 32 degrés à Khartoum. Et encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Donc, on va préparer nos parapluies. Si vous sortez le soir, ça m'étonnerait. Mais bon, avec le couvre-feu, ça m'étonnerait. En tout cas, le lendemain, il fera bien frais puisque déjà, il fait froid. Hein. Il commence à faire frais, ouais. Donc, c'est la saison et c'est normal. Tant mieux pour les pluies. On est bien content depuis le temps qu'on attendait ces pluies. Oui, moi j'avoue que ouais, je suis contente. Et puis en plus, il y en aura pour toute la semaine. Oui, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Mina. Merci à vous. À très très bientôt. Donc, midi, 19h, bien sûr, on vous retrouvera. Exactement. Et puis demain, on sera pile au rendez-vous toutes les deux. Tout à fait. Voilà, pour le Bonjour d'Algérie. Bonne journée. On va vous laisser en compagnie donc d'une belle chanson qui nous vient du sud. C'est le groupe donc de la Maison de Jeunes de Othman Bali à Ilizi qui chante Bledi Zina. Regardez. أساروا في ميدي ونساروا في ناية ما جالت بين جبال وردة فتاحة تمتاز بالزين جودة وأصالة يا متروين جرانا جمائين ويخدم ينجف قضنائي جنت انت سكالين برها الناس الزغمانين مرهرين أرغمانين سرك الخال ويهكا زرايا الدور عن الدنيا بس تفهمي منت بس كل ما اتجاه الهيم ما تصندس فيه الجنة جيت يا بلادي ربي على قدراك ما بالجبل تنادي صحراء من النخيل مطافس فسنت يلا بيتلام تنريموها تنوانتيسس دولام جنات تسكالين رهنت الزغمانين جنات تسكالين درهنت الزغمانين الذي انا نبغيك انت بقلبي اهواك ساكن في بالي ديما ديما اوه يا بلادي زينة اوه يا بلادي زينة اوه يا بلادي زينة ان شاء الله ربي يحفظك لينا وتننا تسنز انا راه من الطاف سفوسيا نمدا اتجانت ديننا انت دغن وانا الطاف العاجنك صوتا سينجا جانتك لنا قصتي سنولا تسيلي لنا نتكل سافلا سنار دفي وتدي ومستان منك تسري وما كان اللي وصار الهان مغارن دليا اظن جنت ورق سلمتات هاتي سلات تسيلي ونافنتات ميدان الدونات بلاد الخير وردة في الصحراء بلادنا نحبوها وحنا نردوها تاريخ جدود عمرو ما يموت بلاد بن مهدي والشيخ خمود من الطاف سفوسيا تكني ما يولاغن أكلنا أكلنا وين جنت انتايتي زارن هاتي فينا غدرارا هافول صراطنت لعنيني وتيان اسوار ومسند
النار دفا وتديوة نستنى منك تسريوة ما كان اللي وصار هاني مغارة انت الياطة. Voilà, de retour sur le plateau, on apprécie bien sûr les rythmes, surtout de ce groupe et ces jeunes qui nous ont fait danser de bon matin. Et M. Benachnou aussi a bien aimé les rythmes. Oui. M. Benachnou, bonjour. Lui préfère l'authenticité de la musique traditionnelle du Sud, c'est ça? Du Sud, bien sûr. Et c'est des choses qui sont... Ce qu'ils chantent, ce qu'ils déclament dans les textes, c'est ce qu'ils vivent. Et ils sont fiers. Oui. Du milieu où ils ont Mais ça vécu. Se transmet bien aujourd'hui, de génération en génération. C'est pas de dire il faut se moderniser. La pire des choses, c'est se moderniser, entre guillemets, moderniser son milieu de vie. Non, mon milieu de vie, moi, c'est des racines. Roots. Voilà, ça c'est entre parenthèses. C'est votre avis sur le clip qu'on a pu voir. Alors aujourd'hui, on va revenir sur la journée internationale donc, des personnes en situation de handicap. Et vous avez voulu aussi nous proposer cette thématique aussi sur l'historique des personnes en situation de handicap. C'est cela. En fait, c'est les préludes, peut-être, comment détecter précocement un handicap. Très, très bien. Votre introduction, elle est fondamentale. Surtout, les termes utilisés, les dénominations. On parle d'handicap. Non. On parle de personnes à, comment on appelle ça, à mobilité réduite. À besoin spécifique. Oui. Besoin. C'est des êtres humains, n'importe qui, même nous étant valides, on peut se retrouver en situation d'handicap. Ça, c'est important. Oui. Et comme je l'ai dit, maintenant, il ne s'agit plus de parler de l'état de handicap. Il s'agit de prévenir un handicap et de se mettre en situation d'handicap. C'est ça le grand projet, le but de travail, c'est de prévenir un état de choses, on va en parler, qui peut me mettre en situation d'handicap. C'est vrai. Alors ça intervient justement pendant la grossesse. La grossesse est la plus grande. Le suivi, bien sûr, de la grossesse. Je vais rectifier, j'allais dire que la grossesse est la plus grande celle qui fournit le plus d'handicap. Non, pas la grossesse. C'est ce qui se joue. C'est la surveillance de la grossesse. La science a fait des progrès, la prise en charge, la gynéco-obstétrique a fait des... Donc le suivi permet d'éviter de créer des situations d'handicap. Ensuite, un moment essentiel, et j'aimerais que nos téléspectateurs et téléspectatrices, tout se jouera dans la salle d'accouchement, dans la chambre d'accouchement. Je vais vous citer une anecdote. Tout geste est important. Quand un bébé sort, une maman a souffert 9 mois pour faire un beau bébé qui naît. Automatiquement, il doit y avoir une petite table où on va examiner ce tout récent, même pas de nouveau-né. Il vient à la vie. Premièrement, quand il crie, ça c'est important. Oui. Ça, la petite tape sur les fesses pour voir ça veut dire qu'il va aspirer de l'oxygène. L'appareil pulmonaire va être fonctionnel, c'est-à-dire un apport d'oxygène. On le met sur la table. Quand un bébé sort, quand un bébé est né, et on le met sur la table, comment on le met? Oui, on le met comme ça, en principe, sur le dos. Là, il est déjà fonctionnel. Il court. Non, c'est tout nouveau. Là, on le met sur le dos. D'accord. Le dos, quand on est sur le dos, on regarde le plafond. Et chez nous, on a cette habitude de construire double. Voilà, c'est ces moments-là. Ça, c'est important. Regardez. Parfois, les prématurés, et je connais le cas d'une jeune maman qui était très belle, et c'était son premier enfant. C'était un prématuré, mais pas un prématuré très... je crois qu'à 8 mois à peu près, il était pratiquement fini. On l'a mis sur le dos et il a eu, comme maintenant, j'ai ce projecteur-là. Voilà. Et ça a brûlé. Ça a brûlé la rétine. Et quand on brûle la rétine, ça veut dire qu'on est... non-voyant. On perd la vue, non-voyant. Mesquina, et ça je donnerai, je ne sais pas si elle me voit ou là, son frère ou là, son mari me voit, je donnerai cher pour voir comment a évolué cet enfant. Ils ont été en Europe, ils ont fait beaucoup de cliniques en Allemagne. Mais c'était irréversible. Irréversible. Bien sûr, une fois que... Pour rester dans la rétine, pour éviter
d'être en situation de handicap. Vous savez que le diabète, on parle du diabète fréquemment, tout ça, mais le diabète entraîne d'autres maladies. Des maladies irréversibles comme la perte de la vue, de la rétine, à cause d'un mauvais suivi. Durant la grossesse? Non, en dehors. On peut prendre en dehors un diabétique. Le diabétique nécessite un suivi régulier, surtout ophtalmique, pour justement éviter la cécité, parce que le diabète, je ne dis pas, les diabètes non suivis, je précise, entraînent la cécité. Et vous perdez la cécité, beaucoup de diabètes perdent la vue, et à ce moment-là, ça devient un handicap. Une situation handicap de plus. Tout à fait. Voilà. Ces diagnostics aussi sont très importants précocement. On doit peser l'enfant, on doit donc veiller à tout ce que soit normal. Oui, d'abord, dès que l'enfant sort du ventre de la maman, il y a un examen qu'on appelle le score d'Apgar. Apgar, c'est un monsieur qui a ça, où on voit les premières tonicités, on voit est-ce qu'il bouge, il y a beaucoup de choses que l'on constate. C'est le premier réflexe. Premier réflexe que l'on constate, c'est-à-dire que c'est un premier examen qui est important. Si par exemple, au moment de l'accouchement, il y a eu de mauvaises manœuvres, de mauvais gestes, on peut avoir une luxation de l'épaule et on peut noter aussi quelque chose qu'on peut soigner, mais que si elle passe, c'est un truc, il y a ce qu'on appelle la luxation congénitale de la hanche. Mais là, il faut ça très souvent. Hein. Oui, il faut examiner, il faut examiner. Autre chose très importante. C'est quelque chose qui nous échappe. C'est examiner l'anus. Parfois, ce qu'on appelle l'atrésie de l'anus. L'anus, il n'est pas percé. Pas visible. Il n'est pas percé, il n'y a pas la circulation. Donc, les premières selles du bébé ne pourront pas donc ça entraîne ce qu'on appelle l'atrésie anale. Donc, c'est des gestes qu'on doit examiner. Je m'excuse de comparer ça comme un poulet. Quand on va acheter un poulet, on le manipule. Non, je m'excuse, mais je parle... c'est parce que, oui, c'est petit, il faut pouvoir le manipuler. Il faut manipuler, ça c'est très important. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il ne faut pas s'attendre à gérer des handicaps. Maintenant, on doit... et ça se pour éviter l'handicap. Voilà. Et ça se faisait en Algérie. On avait une excellente prise en charge des bouchées le nez, beaucoup de choses. Bah, les femmes d'avant, nos grands-mères, nos arrière-grand-mères le faisaient très bien. Voilà. Parce que, bien sûr, les accouchements se passaient à la maison et elles avaient ce fameux réflexe de pouvoir tourner l'enfant dans tous les sens. Dans tous les sens. C'est pour ça que j'ai dit. Ça vous a choqué comme on prenait un poulet. Mais c'est important. C'est important, c'est vital. Et maintenant, avec toute la technologie des appareils, des bip-bip, des touches que je fais, et on n'arrive pas à gérer et à bloquer les handicaps. Il y a ce fameux handicap aussi qui malheureusement existe, c'est les IMC. On peut les éviter également. Pourquoi je vous ai dit, quand il crie, vous avez dit la tape sur les fesses. Ça, c'est bon. Ça, c'est justement, c'est pour faire exploser, pour faire pénétrer. Parce qu'on était dans le ventre de la maman, c'est un liquide aquatique. Regardez cette merveilleuse chose qu'est la vie. D'un passage aquatique, le liquide, on passe à une respiration artificielle. Ça, c'est gazifié. Ça, c'est important. Donc, ça, il faut voir ces choses-là qui sont pratiques. Et vous voyez que l'angle de vue du handicap, c'est pas mesquine, elle a eu des gosses, des trucs comme ça, prise en charge. Il faut agir avant. Même la trisomie 21, on n'en montrait pas celle-là, la trisomie 21, on peut la prévoir, il y a maintenant des examens. Il y a des tests qui sont faits durant la grossesse, on peut savoir... Vous voyez, la surveillance de la grossesse et le carnet de santé. En Algérie, je suis fier du système de santé algérien qui a mis, je ne l'ai pas, il est dans la voiture, mis en marche le carnet de santé, le bleu, justement depuis avant la grossesse, il s'occupe de la maman, et du fœtus dans le ventre de la maman. C'est pour ça que je suis fier du système national de santé et que si on l'applique, si on ne se dit pas, on ne met pas le paquet sur l'appareil dernière génération en 3D, en 20D, je ne sais pas comment, toutes ces choses-là,
Je crois que c'est le meilleur appareil, c'est l'être humain qui est conscient. C'est le thérapeute qui est conscient de son travail. Le néonate, la néonate aussi, c'est très important. Donc, ils sont en général dans des couveuses. Il faut vraiment surveiller la température, la couveuse. Il peut y avoir des accidents. Et là, c'est aussi irréversible. Irréversible, ne pas avoir de l'oxygène, ne pas s'oxygéner rapidement. C'est ce qu'on appelle l'enfant bleu. C'est pas la couleur qui m'intéresse, c'est le fait que le sang n'est pas oxygéné. C'est ce qui donne des IMC quelquefois. Ça donne les IMC. Maintenant, on les appelle les paralysés cérébrales. Voilà. Les paralysies cérébrales. Et ça, on ne doit plus théoriquement en avoir. On doit les réduire à 99,99%. Et c'est facile. Et c'est toujours l'oxygène qui revient. Exactement. La prise médicamenteuse aussi, durant la grossesse, il faut énormément surveiller. Surveiller, ça c'est important. Et maintenant, il y a l'alimentation. Donc, vous voyez qu'on parle du handicap, mais il y a l'environnement immédiat. Si vous consommez des cochonneries, moi je les appelle à chaque fois, et entre parenthèses, on salue Houda. Nour Houda, on la salue, oui. On l'a pas oublié parce que si on mange ces cochonneries, ça on peut entraîner les colorants, les arômes, toutes ces choses-là. Ça entraîne ce qu'on appelle les perturbateurs hormonaux. Et la femme, quand elle est enceinte, c'est une usine à hormones. Donc, vous introduisez un perturbateur et vous aurez le résultat. Il faut éviter. Donc, parler, je crois qu'en Algérie, il faut que l'on commence à parler prévention. Prévention, c'est pas pour clore un discours lorsqu'on fait une conférence, un congrès médical. On dit prévenir, mieux vaut prévenir que guérir. Non, il faut prévenir pour ne pas guérir, pour ne pas être amené à guérir. Bien sûr, il y a des malformations aussi durant la grossesse et là, on peut quelquefois pas éviter, mais surtout soigner assez rapidement pour éviter vraiment le lourd handicap. Un élément, par exemple, si on constate qu'il y a un handicap intrafamilial, là, je crois qu'il faut agir au moment du mariage et, par exemple, le faire. Et l'Algérie, je suis fier de mon système qui a institué l'examen prénuptial. C'est ça. Pas le certificat de virginité. Ça, c'est de la folie. L'examen prénuptial, c'est l'examen avant la nuptialité de la future épouse et du futur mari. Est-ce qu'il y a des handicaps, les mettre à jour? Et ensuite, surtout des consanguinités, les mariages consanguins, je suis fier qu'une femme le dise, c'est une catastrophe. Et on ne s'occupe pas actuellement dans notre pays. On va vous couper juste un petit peu, on va aller vers... Je l'avais annoncé en début d'émission, nous serons avec notre amie Khodri Yamina. Bonjour Madame Khodri. Bonjour Amel, je suis très contente. Merci de l'invitation. Nous aussi, très contente de vous avoir parmi nous. Votre ouvrage vient de sortir, Honte à ceux qui séparent les épines des roses. C'est un combat de longue haleine pour les personnes en situation de handicap, notamment les malvoyants, les non-voyants, que vous avez accompagnés de nombreuses années. Et ça, c'est pour rejoindre aussi la parole donc, de notre ami Benachnou, qui lui aussi nous donnait un diagnostic de ses enfants. C'est important de pouvoir aussi signer cet ouvrage, n'est-ce pas, Madame Khodri? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Benachnou par rapport au mariage consanguin déjà, qui est la cause de plusieurs handicaps, notamment les non-voyants. Oui. Donc voilà, ça c'est déjà une chose, mais bon, il y a beaucoup d'autres aussi critères qui rentrent en jeu. Tout à fait. Alors vous, je voulais donc vous présenter, vous vous êtes toujours battue pour le monde associatif, vous êtes une des premières à avoir créé son association nationale pour aider donc les jeunes à s'épanouir dans le domaine culturel sur tout le territoire national. Et puis vous vous êtes aussi battue pour beaucoup donc, de personnes en situation de handicap. Vous avez créé et aidé beaucoup de personnes et même là vous êtes à l'étranger et vous continuez à le faire toujours en direction de votre pays. Oui, de toute façon, je pense que c'est moi qui ai beaucoup appris de leur courage. Et c'est pas beaucoup de choses que j'ai fait parce que donc il y a beaucoup de choses à faire, notamment, c'est vrai, dans le domaine associatif, mais aussi, surtout dans le domaine étatique. Par exemple, j'ai vu hier, j'étais contente de voir les émissions d'hier sur Canal Algérie. C'est vrai qu'on a maintenant un nouvel arsenal
juridique qui protège les personnes handicapées, mais les applications sont loin d'être au rendez-vous. Donc c'est un petit peu le travail associatif de faire en sorte de faire amener les droits qui ont été appliqués par des décrets vers le handicapé. Voilà. Donc, voilà. Donc nous avons, en principe, il y a deux problèmes. Vous avez l'État, vous avez les handicapés. Au milieu, vous avez toutes les initiations, toutes les associations, les actions participatives à travers les associations. Mais les associations ne doivent ramener que des idées. Idées, parce qu'elles sont sur le terrain, des idées de prise en charge. Par exemple, moi je pense déjà qu'on devrait avoir un bon recensement de notre population en situation de handicap et d'avoir un menu, enfin, on va dire une nomenclature de chaque handicap. Parce qu'il y a des handicaps. J'étais contente de savoir que l'épileptique est classé handicapé, c'est-à-dire il aura droit à une carte et certains droits. Je ne sais pas combien de pourcentage, mais en tout cas c'est très important parce que la plupart de ces personnes travaillent, sont bien sûr. Personnes actives, mais sachant qu'elles ont des droits derrière qui peuvent asseoir leur confiance et leur faire voir un avenir plus serein. Tout à fait. Et pourquoi on voulait que vous soyez avec nous pour cette journée? C'est très important parce que cet ouvrage, vous l'avez sorti, vous avez écrit une belle histoire, vous avez raconté votre combat et toutes les personnes qui auront ce livre entre les mains sauront aussi toutes les difficultés que rencontrent donc les personnes. La maison d'édition de Rafah avec Monsieur Bouzid. D'ailleurs, vous avez carrément abandonné vos droits sur ces livres, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir... L'argent va être récolté pour une bonne cause. Vous et l'éditeur. Oui, aussi bien mes droits que ceux de M. Bouzid, que je remercie déjà d'avoir édité ce livre, parce qu'il a été proposé plusieurs fois et malheureusement, il n'a pas été édité. Donc, il a foncé parce qu'il a vu l'enjeu de ce livre, c'est-à-dire pour mettre en valeur les galères au quotidien des handicapés visuels et même d'autres à côté. Et puis surtout, sur le plan associatif, je vous disais que cette association a quand même fait des actions, parce que vous savez, les associations, c'est des laboratoires d'idées. Donc, ce que je voulais rappeler aussi, parce qu'on va bientôt se quitter, c'est que justement, cet argent va servir aussi aux personnes en situation de handicap et notamment les non-voyants qui pourront, avec cet argent, acheter des imprimantes embosseuses, c'est cela ? Voilà, des embosseuses imprimantes braille, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire, mais nous, on a ciblé un projet bien précis qui est tout ce qui est didactique, donc voilà. Et donc, on a opté pour l'imprimante embosseuse braille qui a été demandée notamment par les professeurs en droit, à la fac de droit, qui sont, dont quelques-uns sortent de cette école dont je parle dans le livre, et aux étudiants. Et ils mettent leur feuille Word dans l'appareil et ça leur sort en braille. Voilà. Donc, comme ça, ils peuvent y avoir des documents, ils peuvent être... Nous, on a opté pour ça. Maintenant, d'autres associations peuvent faire autre chose. Et tous ces enfants que vous avez pu suivre tout petits, vous les avez retrouvés plus tard bien grands et à des postes très importants et vous en êtes fiers. D'ailleurs, vous allez les suivre prochainement et on sera peut-être avec vous. Vous viendrez, Inch'Allah, sur le plateau pour pouvoir en parler en détail. Très bien, très bien. Je vous remercie en tout cas et surtout aujourd'hui je suis très émue parce qu'à travers Canal Algérie, toute la famille, toutes mes amis me voient. Ça fait déjà assez longtemps que je ne suis pas partie, j'ai beaucoup de nostalgie et j'ai le mal du pays. Ça c'est sûr. Ça me fera plaisir d'être sur le plateau avec quelques-uns de nos anciens élèves et en parler un peu plus longuement, Inch'Allah. Notamment de toutes les, comme vous dites, on a quand même lancé la première... classe préscolaire pour enfants handicapés visuels. C'était à titre associatif, mais c'était une belle expérience. On a fait la première colonie de vacances pour handicapés lourds. C'était aussi une expérience très, très dure, mais très enrichissante.
Tout à fait. En tout cas, on voulait justement vous remercier pour tout cela et vous dire bravo, continuez à le faire avec votre cœur. Et puis, on dit à tous ceux qui ont ce livre entre les mains de pouvoir aussi l'acheter. Ça sera pour la bonne cause. Et bien entendu, on sera tous là pour aussi participer à cette cause. Merci beaucoup, Madame Yamina Khoudri, et à très bientôt. Amel, s'il vous plaît, j'ai la chance d'être au micro. Je voudrais seulement faire une petite suggestion puisque c'est la journée internationale. C'est-à-dire que je parle des associations qui sont là et qui œuvrent en direction de l'Algérie. Donc, nous, on aimerait bien, moi j'ai beaucoup d'amis qui ont des associations qui travaillent en direction des handicapés. Notamment, j'en ai un aussi sur Nancy, qui est Rani Abdouche. Donc, on a des gros projets. Et on aimerait bien qu'on nous facilite tout ce qui est administratif, qu'on nous ouvre les portes, qu'on nous aide. Très bien. Eh bien. Vous avez passé votre message et j'espère qu'il sera entendu. Et puis, on vous dit à très bientôt, Madame Khoudri. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Amel. Merci. Bonne journée à vous. Voilà. Merci. C'est très gentil. Voilà, on est arrivé à la fin aussi. Monsieur Benachni, on n'a pas eu le temps de trop s'attarder non plus. Manish, je crois qu'attention, en Algérie aussi, on a une longue expérience dans le domaine associatif. L'école de l'Achour. Oui. Ça, longue expérience, ça veut dire que ça date de 2 ou 3 ou 4 décennies. Ça, c'est important. Deuxièmement, moi, je reste médecin et je crois qu'une médecine ouverte vers l'avenir, c'est la prévention. On peut prévenir beaucoup de handicaps, parmi eux les handicaps visuels. Voilà. Par exemple, le diabète, on pense tout de suite aux enfants, mais vous avez... les adultes. Et ça, c'est très très dur à prendre en charge. Quelqu'un qui voit, et à partir, parce qu'il a eu le diabète, à un certain moment, il perd la vue, c'est extrêmement angoissant pour celui qui le vit, la prise en charge, c'est pas quelqu'un qui est né. Donc ce qui est important, c'est, je reste et je persiste à prévenir. Deuxièmement, on parle des AVC. On parle des AVC. Les AVC, ça donne des situations de handicap très très lourds, qui est une catastrophe vraiment angoissante pour la famille et pour le budget de l'État. Croyez-moi, la rééducation, c'est très lourd. Pour terminer, j'aimerais Rahmo, un grand monsieur qui s'est occupé des handicapés et qui a utilisé son propre domicile à l'époque pour leur faire du sport. Il était à l'origine de la création de la FACHI, la Fédération algérienne des sports pour inadaptés, handicapés et inadaptés. C'est M. Aïdoud Omar qui, hélas, peut-être pas oublié. Son travail est merveilleux. Je crois que c'est lui rendre hommage. Et ça a été un des premiers qui a mobilisé. Maintenant, on réalise des performances, les handicapés réalisent des performances en sport. Je crois que le début, c'était la façon de M. Aïdoud. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Benachnou. On continuera, bien sûr, à en parler dès la semaine prochaine. Prévention. Bien entendu. Voilà. Bonne journée à vous. Merci. Et puis à vendredi prochain, Inch'Allah. On continue notre programme. Je vous invite à suivre justement ce reportage qui met en relief justement le travail de ces personnes en situation d'handicap, et c'est pas rien parce qu'elles se battent au quotidien doublement avec cet exemple de cette malentendante qui a monté sa propre entreprise. Regardez, on se retrouve juste après. Sa passion pour la couture, Fatiha l'a découverte dès son jeune âge lorsqu'elle dut rejoindre une école pour malentendants. À 15 ans, j'ai rejoint la Fédération des sourds-muets, grâce à laquelle j'ai suivi une formation en couture pendant 1 année. Après, j'ai poursuivi ma formation avec des personnes muettes que je connaissais et qui exerçaient dans ce domaine. Par la suite, une dame m'a pris sous son aile et m'a embauché dans son atelier à Sidi Mebrouk. Son talent et surtout son travail acharné ont fait d'elle une couturière très prisée dans le quartier Arbi Ben Mehdi à Constantine, où elle exerce. Nous avons travaillé ensemble et quand j'ai vu qu'elle n'avait aucun mal à lire sur les lèvres, je l'ai encouragée à lancer sa propre affaire et elle est devenue très connue. J'aime la qualité de son travail qui est très perfectionné. Perfectionniste, Fatiha a réussi à se lancer dans le métier, mais aujourd'hui, elle aspire à mettre à profit son expérience en devenant à son tour formatrice.
Avec l'aide de la Chambre de l'artisanat et des métiers de la wilaya de Constantine, elle espère obtenir un local dans lequel elle formera des personnes qui sont dans la même situation qu'elle. J'aimerais qu'on m'aide à avoir un local pour former des personnes aux besoins spécifiques. Comme ça, elle n'aura plus le fardeau de la location. Ce serait bien de coordonner tout ça avec l'ANSEJ, l'ANGEM ou la CNAC. Bien qu'elle soit muette et malentendante, Fatiha ne se considère pas comme handicapée. Elle puise sa force de sa différence, qui constitue son carburant pour aller toujours de l'avant. Voilà, bon courage à toutes ces personnes qui se battent quotidiennement pour s'affirmer dans la société. Eh bien, nous allons retrouver l'association, la rubrique association, avec Kenza Anchar, comme chaque vendredi. Bonjour Kenza. Bonjour Amel. Ça va? Très bien. Vous allez bien? Alors, beaucoup donc de thématiques un petit peu autour donc des droits de l'homme, avec bien sûr les femmes aussi, l'existence bien sûr de la femme dans la société et son implication dans la société, bien entendu, c'est très important. Exactement. Donc merci Amel. Donc il y a la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre est vraiment marqué par des célébrations de journées internationales qui ont toutes ils ont toutes le but de la préservation des droits de l'homme. Donc nous avons eu la journée internationale de la lutte contre la violence faite aux femmes. Il y a le premier, c'est la journée de lutte contre le sida. Le 3 décembre, c'est la journée internationale pour les personnes en situation de handicap. Le volontariat, demain, le 5 décembre, ou encore clôturé par le 10 décembre, qui est la journée des droits de l'homme. Donc justement, des groupes se sont organisés, donc tel le groupe Selama DZ, donc qui a pour but justement, qui s'est lancé dans une campagne, c'est une campagne internationale, c'est 16 jours d'activisme pour la lutte contre la violence faite aux femmes. Donc c'est 16 jours qui carrément chaque jour rappellent jusqu'au 10 décembre, qui rappellent cette importance que c'est une contribution de tous les acteurs justement pour venir en aide aux femmes et surtout pour leur protection. Et donc à cet effet, il y a le groupe Selama DZ qui propose à travers les réseaux sociaux, donc chaque jour, des préservations, des petites méthodes de connaître ses droits sur les réseaux sociaux. Donc c'est par exemple tel que la publication faite hier par rapport à la diffamation. Donc par exemple, ils ont carrément donné ce que la loi prévoit, pour justement préserver la santé, mais surtout pour contre la diffamation. Donc par exemple, ils ont carrément donné que la loi algérienne, par exemple, prévoit de sanctionner les personnes qui font l'acte de diffamation, mais aussi toutes les personnes qui partagent, qui contribuent à cet acte-là. Donc par exemple, les personnes qui partagent. Donc ainsi, les personnes connaîtront leurs droits, parce que c'est vrai que les lois existent, mais si la personne ne porte pas plainte, qui peut le faire à sa place? Qui peut le faire à sa place? Donc justement, protéger, bien sûr. Donc cette organisation, la Selama DZ, donc chaque jour, elle publie des photos sur ces différentes lois qui peuvent protéger la femme, mais surtout, c'est vraiment axé sur les réseaux sociaux, la protection. C'est très bien. Selama Raqmiya, donc comme c'est précisé dans les photos. Et puis aussi, ils font aussi des conférences, justement, avec des experts, des psychologues, des juristes. Pour sensibiliser, vulgariser aussi un peu plus les lois. Entre cette de protection des droits de la femme, pour le SIDA, le 1er décembre, le 3 décembre pour les personnes en situation de handicap, en fait, tous se rejoignent sur le fait que cette préservation des droits est la contribution de tous. C'est vrai qu'il y a la loi, mais si la personne ne connaît pas ses droits, c'est difficile de pouvoir lui donner ses droits. Par exemple, venir en aide et défendre comme il se doit. Et d'ailleurs, pour passer le 1er décembre pour la lutte contre le virus du sida, qui est souvent les malades souffrent non seulement de leur maladie, mais aussi de discrimination. Souvent, quand ils partent aux hôpitaux, eh bien, ils souffrent, ils n'ont pas accès aux soins. Or, que la santé est un droit humain. La santé est un droit, ou encore, par exemple, que le code pénal
punit toute personne qui ne contribue pas à la préservation, enfin qui ne vient pas en aide à la personne qui est en danger. Donc elle est carrément, le code pénal punit cela. Donc si un médecin ne vient pas en aide, surtout quand c'est à l'intérieur d'un centre hospitalier, si la personne ne vient pas en aide à la personne qui est en danger, ceci est carrément ce qu'on appelle non-assistance à personne en danger. Non-assistance à la personne en danger. C'est puni par la loi. C'est puni par la loi. Donc, mis à part le code pénal, mais il y a aussi le médecin a cette obligation-là. Par la suite, bon, on dit que voilà, les médecins, parfois, il n'a pas toutes les conditions qu'il faut. Mais voilà, il y a ce devoir-là. Donc, d'où l'importance qu'il y ait la contribution de tous. D'ailleurs, pour cette journée du 1er décembre, l'association Al-Hayed qui a justement émis cet appel. C'est une ancienne association qui existe. Exactement, qui lutte dans ce sens et qui a justement émis cet appel qu'il faut qu'il y ait contribution de tous, justement pour qu'on arrive un petit peu à donner fin à cette discrimination à ces personnes-là. Parce que voilà, ça reste un humain. Et il a ce droit-là. Et en médecine, on n'a pas le droit ni de race, ni de faire la différence, ni de race. Et aujourd'hui, ils sont un petit peu oubliés par rapport à ce qu'on vit avec cette crise sanitaire. D'ailleurs, hommage à Yazid Aït Hamadouche, qui est le fondateur de la campagne Yed contre le sida. Et bon, c'est vrai que Corona a fait qu'on n'ait pas pu assister à un concert de musique, justement pour regrouper tous les artistes et faire l'appel pour un petit peu pallier à cette discrimination faite aux personnes assidiées. Donc voilà. Et enfin, pour la clôture de notre chronique, le 3 décembre, c'est toujours marqué c'est justement pour la lutte contre non seulement la discrimination faite aux personnes en situation de handicap, et donc on revient à chaque fois pour un petit peu sensibiliser sur cet aspect-là. Ça fait une année qu'il y a eu cette promulgation de loi d'augmenter l'allocation pour les personnes, pour les personnes en situation d'handicap. Mais voilà, l'appel reste là. C'est vrai qu'il y a ces 10 000 dinars qui sont là, mais c'est 10 000 dinars pour les personnes qui sont en handicap total. Or, qu'il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas, non seulement ils souffrent de leur handicap, qui peinent à trouver du travail, malgré qu'ils ont certaines capacités pour pouvoir trouver du travail. Et donc là, il y a ce bel homme que j'ai personnellement travaillé avec lui. Donc c'est Toufiq Bouzidi, donc il fait un travail extraordinaire. Il collabore avec avec beaucoup d'associations, justement pour venir en aide aux personnes en situation de handicap. Et donc, il fait des pieds et des mains, non seulement pour leur venir en aide pour tout ce qui est matériel, donc les chaises roulantes et tout autre produit, ou encore pour leur insertion professionnelle. Il fait des pieds et des mains à travers l'échelle on le salue. J'espère qu'on aura l'image la prochaine fois. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne marche pas. Donc, peut-être que la semaine prochaine, on aura l'occasion de revenir sur son travail. Sur son travail qui fera demain, car demain c'est la journée internationale du volontariat. Les Algériens sont connus pour leur dévouement et justement pour cet acte volontaire, et on l'a très bien vu à chaque fois que l'État, à chaque fois que le pays en a eu besoin. Donc on reviendra inchallah la semaine prochaine pour parler davantage sur les bienfaits du volontariat. Parfait. En tout cas, c'est vrai que cette mobilisation a très bien marché à chaque fois que, vous l'avez dit, le pays avait fait sa demande. Tout à fait. Merci beaucoup, Kenza. Avec joie. Donc, on vous souhaite une bonne journée et puis on vous dit à vendredi prochain, Inch'Allah, pour toujours parler du monde associatif. Eh bien, on va voir un petit peu l'impact du Covid-19, de la Covid-19 sur le monde du travail. C'est un sujet signé Walid Yousfi. Situation difficile pour les entreprises nationales, publiques ou privées. Beaucoup ont dû mettre la clé sous la porte et ont ainsi libéré leur personnel. Certaines plateformes de recrutement parlent d'une baisse de plus de 70% dans les offres d'emploi durant les 9 derniers mois. La pandémie a eu un impact direct sur le monde de l'emploi, que ce soit en termes d'organisation et qu'en termes de recrutement. Nous avons constaté une baisse
vertigineuse dès le mois de mars et le mois d'avril, avec plus de 80% de nombre de postes d'emploi en moins par rapport à ce qui est habituellement proposé. Le premier impact de la crise sanitaire pour nous à la SAA est un impact directement sur l'activité. C'est un impact important. Une baisse d'activité qui vient aggraver la situation causée par la crise économique. Le ralentissement général de l'économie a impacté et non seulement les entreprises mais aussi les particuliers et notamment les plans de recrutement de toutes les entreprises. Prenez par exemple le secteur des services, tout ce qui touche au tourisme aujourd'hui par exemple. Agences de voyage, hôtels, intervenants, tout type dans le domaine du tourisme. C'est un secteur qui est fragilisé, qui est sinistré même. Oui, on n'annonce pas de chiffres encore, mais vous allez voir que les chiffres vont être alarmants. Il y a déjà des mises en chômage dans ces secteurs-là. On parle de plusieurs milliers d'agences de voyage qui a fermé. Ça a une conséquence directe de toute façon sur l'emploi. Un coup dur pour les travailleurs algériens. Baisse d'activité, licenciement, réduction du taux de recrutement. La crise sanitaire touche l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille. Le secteur privé est cependant celui qui paie le plus lourd tribut. Celles qui sont les plus touchées, c'est les PME, TPE, qui exercent dans les métiers des services, dans tous les métiers, les TPE, parce que en fait, c'est des entreprises qui ne sont pas liquides, c'est des entreprises qui sont déjà petites, elles ne peuvent pas faire face à une crise longue. Et là, on parle aujourd'hui d'une crise du Covid qui est là, pratiquement on est au 9e mois où cette crise qui est installée chez nous et elle a fragilisé énormément notre économie. Et on verra en fait l'avant et l'après-Covid. L'après-Covid va être très compliqué à la reprise. Une reprise qui risque d'être difficile mais pas impossible. Les secteurs sinistrés devront mettre les bouchées doubles pour aller au-delà de la crise économique engendrée par la pandémie. Voilà, essayez d'être bien sûr courageux et continuer bien sûr à travailler malgré ces difficultés. Et quoi de mieux que de travailler sur le digital? Eh bien, c'est pas notre invitée qui va nous dire le contraire. Elle est très dynamique, elle a un exemple à prendre, c'est un exemple à prendre dans ce domaine de l'entrepreneuriat. Il s'agit de Shadel Islam Ben Mahsen. Bonjour. Bonjour, merci. Marhaba bik. On va vous dire good morning. Good morning, here we are. Voilà, vous avez fait vos études à Ouargla, vous avez étudié, vous avez eu un très bon bac, Allah Ibarak. Et puis là, on vous a proposé une bourse aux États-Unis. C'est cela? Tout à fait. J'ai eu mon bac en 2011 et après j'ai eu une bourse par l'ambassade américaine à Alger pour faire des études en informatique et business aux États-Unis et à l'université américaine au Caire. Voilà, et vous avez développé toutes ces compétences aujourd'hui. Vous êtes à la tête d'une entreprise. Vous avez travaillé aussi pendant. Vous avez étudié dans cette université au Caire et ensuite vous êtes parti travailler au Colorado. Pendant 2 ans. Absolument. À Colorado, j'ai eu une très belle expérience parce que l'expérience était vraiment dynamique d'avoir l'écosystème américain, comment ça se fait avec le digital, d'avoir étudié là-bas, premièrement. J'ai étudié dans l'université américaine à Colorado Boulder et j'ai fait partie d'une start-up là-bas. C'était Take Back Startup. Et le fait que d'être ici, d'être là-bas, pardon, pour voilà, avoir les valeurs, avoir les connaissances, les compétences. Voilà, même les valeurs de travail là-bas dans l'écosystème américain, c'est vraiment différent et vraiment intéressé d'être, voilà, vraiment... Il faut être toujours à la pointe de la technologie, aussi rester, bien sûr, rester surtout au devant de la scène pour pouvoir rester compétitif à travers les différentes entreprises qui sont très concurrentes là-bas. Absolument. Une grande concurrence. J'ai commencé par Colorado Boulder, on a fait Take Back Startup, c'était une startup, une plateforme pour le volontariat. Et après,
I went to San Francisco. San Francisco, c'était aussi avec Silicon Valley et le programme là-bas. J'ai travaillé chez GE Digital et là-bas, c'était le programme de comment faire digitaliser l'industrie, l'industrie de l'énergie, l'industrie l'industrie de l'énergie. Et après, vous avez travaillé dans une entreprise très connue, c'est cela aux États-Unis, hein? Absolument, absolument. GE ou bien General Electric, c'est très connu et ils ont un programme spécifique pour le digital leadership, pour développer les compétences digitales. Et c'était le Digital Technology Leadership Program. Ça, c'est un programme pour 2 ans de faire les rotations entre les différents départements de la société et comment digitaliser ces départements. C'est ça le but du programme. Voilà. Ça, c'est un exemple. Ensuite, vous avez bien sûr travaillé, vous êtes parti un petit peu en Italie, vous êtes parti à Dubaï, et puis vous êtes revenu en Algérie. Voilà. Alors, en Italie et Dubaï, c'était toujours... Une expérience. Une expérience. C'est toujours partie de ce programme pour bien comprendre le système de la société et comprendre le système digital de la société, comment ça fonctionne et comment on peut le développer, comment on peut valoriser les compétences digitales dans son domaine. Alors, après tout ça, même à Dubaï, c'était vraiment une expérience pour connaître le système start-up, le système digital là-bas. En effet, je suis président maintenant de Lean In Dubaï et Lean In Algérie, les deux. Ce qu'on fait, c'est de faire l'accompagnement des filles qui sont dans le domaine de la technologie et spécifiquement pour faire des sciences ou bien des sciences qui ont techniques pour avoir ces capacités et ces compétences. Voilà, vous encouragez justement les jeunes et notamment les femmes à pouvoir donc se prendre en charge réellement, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin. Donc leadership, c'est tout un mot aujourd'hui qui veut dire énormément de choses. Aujourd'hui, vous êtes un exemple vivant, vous avez réussi à monter votre propre entreprise. C'est dans la formation, l'entrepreneuriat, c'est dans le digital beaucoup plus, le software. Absolument. Et ça, aujourd'hui, c'est l'avenir du pays. Ça, c'est l'avenir de pays. Ça, c'est l'entreprise. Merci de mentionner ça. L'entreprise est nommée Antrogex. C'est l'entrepreneuriat à Ouargla. Ouargla, le code Ouargla, c'est OGX. Alors, on fait ça. On a commencé le programme, ça fait 5 ans maintenant. Il y a 5 ans, on a fait un programme national. C'était basé sur Ouargla, mais c'était national. C'est de faire exactement ça, de développer et faire des formations dans l'entrepreneuriat, faire des formations de le digital marketing, l'identité visuelle. L'identité visuelle, c'est très important maintenant dans le domaine numérique. La présence numérique, tout à fait, pour une personne. Ça, c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, on a développé le programme. C'était juste un programme, 5 ans. Maintenant, c'est 6 programmes. On a 6 programmes. On commence par l'entrepreneuriat et aussi on a le software. On a un programme spécifique pour le software. Tout ce qui est programmation. Voilà. Exactement. Mobile development, web development, programmation. C'est aujourd'hui l'avenir de toutes les entreprises qui veulent se développer. Aujourd'hui, en temps de Covid, on parle énormément donc, de travail, télétravail, et c'est encore plus important de pouvoir développer ce secteur-là. Ce secteur-là est vraiment accéléré, la transformation digitale des entreprises, des économies, des systèmes du pays même. 5 mois ou 5 fois plus vite. Plus vite, par exemple. Alors, c'est très important d'avoir ces capacités et avoir ces compétences pour bien être dans une position de le marché de travail qui vraiment a la valeur de ces capacités pour les jeunes et avoir et créer des opportunités pour ces jeunes aussi pour bien positionner dans le marché. Aujourd'hui, il y a énormément de jeunes, tout comme vous, qui cherchent donc à améliorer leurs conditions donc, de travail avec bien sûr toutes ces technicités, tout ce savoir-faire et cette formation que chaque jeune veut avoir pour développer l'économie du pays. C'est un exemple aujourd'hui.
Exactement, exactement. C'est très important. Et c'est très important aussi, pas seulement d'avoir les capacités techniques, mais aussi comment communiquer, comment convaincre, comment faire convaincre, comment négocier, comment c'est très dur, être... hein. C'est aussi très dur. Ah c'est oui. un combat quotidien sur le terrain? C'est un combat quotidien dans le terrain. Avec les entreprises ou avec les hommes? Avec les deux. Avec les deux. Tout à fait avec les deux. Parce que, comme j'ai dit, c'est de faire un business. Et de faire un business, c'est pas justement les capacités techniques, mais aussi le soft skills, comment dire. C'est très important d'avoir dans ce domaine. Et même, on a fait dans le caméra et le YouTube, le digital. Maintenant, c'est important d'avoir une présence. Une visibilité, surtout sur la toile. Voilà, ça vous aide aussi à proposer donc, votre savoir-faire aux entreprises aujourd'hui? Absolument, absolument. Ce que j'ai dit, on a 6 programmes. 3 programmes qui sont pour les individus, c'est Software Skills, Digital Art et English. Même, on a encore English for Business. Alors ça, pour les entreprises, on les aide pour avoir cette journée, Digital Journey, on l'appelle, de faire vraiment une présence et d'avoir something impact in the economy, as we voilà. say. En tout cas, on est fiers de vous. On vous dit bon courage pour ce que vous faites. Je sais que vous êtes aussi à la tête de cette association Global Week, c'est ça? Oui, c'est l'entrepreneuriat et aussi pour les femmes qui ont le domaine d'énergie. Alors, ça s'appelle Society Petroleum Engineers. Society Petroleum Engineers, ce qu'on fait, c'est de vraiment faire l'accompagnement aussi pour les étudiants et les femmes étudiants qui ont dans le domaine digital, dans l'énergie, voilà, spécifiquement. Alors ça, c'est une association, bien sûr, une organisation globale qui sert à faire développer les capacités des étudiants féminins dans le domaine de l'énergie digitale. Il y en a beaucoup pour maintenant, en Algérie, on a trentaine, bien quarantaine des field engineers aussi qui ont dans le domaine d'énergie. On a fait une conférence il y avait un mois qui c'était vraiment énorme et le demande pour ces expériences et ces opportunités est très 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 large. Donc vos parents sont fiers de vous. Ils vous regardent, j'imagine, ce matin. Bien sûr, bien sûr. Voilà, yatik saha. Merci beaucoup. Chad Al-Islam, je rappelle, donc vous êtes leadership dans votre domaine, dans le domaine donc, de l'entrepreneuriat féminin. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, spécialement pour Bonjour d'Algérie ce matin. Merci pour l'invitation, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt, Inch'Allah. Bon courage pour ce que vous faites. Merci. Voilà, et puis on voulait aussi rendre hommage à Cheikh Salah, qui est donc l'imam de la cité Malki, décédé hier soir. Allah yarhamou, on donc présente nos condoléances à sa famille. Un imam aussi qui a marqué par son travail dans ce quartier. Et puis, on n'oublie pas notre sponsor de Canal Algérie qui nous accompagne. On se retrouve dans un moment, juste après ça.
une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. Coral Peinture, notre sponsor officiel du Bonjour d'Algérie. On le retrouve comme il se doit, on le reçoit comme il se doit. C'est Massilias Farhani. Bonjour Massilias. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien. Très bien, comme chaque vendredi, on a le plaisir de t'avoir parmi nous pour parler donc de patrimoine et surtout s'enquérir un petit peu de notre histoire, avoir toutes ces informations très intéressantes. Aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur cette mythologie grecque. On en avait parlé la semaine dernière, on va continuer un petit peu. Oui. Donc aujourd'hui, on va un petit peu parler de la mythologie numide, de son importance et son influence sur la mythologie grecque et sur le reste des mythologies d'ailleurs. Et aussi, on va finir, comme vous l'avez dit, la rubrique de la dernière fois. Voilà, et on va bien sûr voir comment est-ce qu'il y a ce lien entre la Numidie et l'Algérie, surtout. Voilà. Donc, ce sont nos ancêtres. Et donc, il faut savoir que, donc, juste avant de commencer, il faut faire la différence entre civilisation et mythologie. Donc, une civilisation, c'est un peuple qui a vécu donc, à une même période et aussi donc, dans un même lieu. Par exemple, la civilisation grecque. Antique bien sûr, la civilisation égyptienne, la civilisation romaine, etc. La mythologie, c'est donc qu'il ne faut pas confondre non plus avec la légende. La légende, c'est quelque chose dont on n'a pas encore la preuve. La mythologie, ça, donc c'est des croyances. C'est des croyances que l'on sait qui sont fausses en fait. Par exemple, les croyances grecques, c'est une mythologie parce qu'on sait que c'est faux, mais c'est toujours intéressant de les connaître, etc. Il y a même le mot mytho, quand on dit généralement un mytho, ça veut dire un menteur. Donc, mythologie, voilà, c'est ça, exactement. Donc, il faut savoir également que la civilisation grecque est plus vieille que la civilisation numide, et pourtant, la mythologie numide est plus vieille que la mythologie grecque. Voilà, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui d'ailleurs dans cette émission. Donc il faut savoir, donc on va commencer avec la mythologie numide, vu que c'est la plus ancienne. Donc la mythologie numide, elle ne s'inspire pas d'humains pour créer ces dieux. Par exemple, chez les Grecs, ils sont en forme humaine. Donc eux, ce sont plutôt les états de la matière, enfin pas les états de la matière, c'est plutôt les éléments, voilà, les éléments. Les entités. Oui, les entités, exactement. Donc il y a le dieu de la pluie et de l'eau, donc Anzar, qui est aussi le dieu suprême. En fait, c'est l'équivalent de Zeus, mais pour les Numides. Il y a aussi le dieu du soleil, qui s'appelle Etij. Et la déesse de la lune, qui s'appelle Egur, également. C'est très ancien, c'est vrai. Oui, et ça, c'est transmis donc de grand-mère, quand on raconte les contes, quand on raconte les histoires, on leur raconte. Et même les noms, par exemple, quand on dit Ezelal, ça représente le dieu de la terre et des montagnes, etc. Et en fait, maintenant, on utilise le mot Ezelal pour désigner ce qu'il représentait avant pour les Numides. C'est ça. Donc, il y a aussi des dieux de la rivière. Il faut savoir qu'eux, ils ne le représentent pas avec des statues, contrairement aux autres civilisations égyptiennes, grecques, surtout qu'on retrouvait, par exemple, dans les fameuses aussi mosaïques. Oui, c'était les dieux qui étaient représentés, comme tu l'as dit, en forme humaine, approximative aussi. Et donc, dans la mythologie numide, ils ne font pas ça. En fait, eux, donc ils ne les considèrent pas avec une forme humaine. Donc, ils les considèrent comme un élément. C'était des divinités. Voilà, exactement. Et en fait, au lieu de faire des sacrifices, comme le faisaient d'autres civilisations, on va dire les sacrifices qu'ils faisaient, c'était de respecter l'élément qu'ils représentaient. Par exemple, quand on voit un très vieil arbre, on le respecte généralement, on ne le coupe jamais jusqu'à ce qu'il meure, parce qu'il y a une divinité qui veille sur lui. En fait, c'est considéré, les objets donc, qui sont représentés par des divinités, ils sont considérés comme sages et des doyens, et des sacrés exactement. Voilà. C'est un peu comme les Asiatiques aussi, ils ont beaucoup de croyances aussi dans ce domaine. Et en fait, les Numides, leurs dieux sont plutôt, ils ont
ils ont inspiré d'autres légendes. Donc, par exemple, comme on l'a dit, la mythologie grecque c'est beaucoup inspiré de la mythologie numide. Oui. Donc, par exemple, quand on sait que ils ont créé des créatures également qui se sont inspirées de la mythologie numide, comme par exemple Warzone, les ogres et tout. Ils les ont représentés, les Grecs, d'une autre manière. Mais les sources, ça vient de la Numidie. Oui. Voilà. Donc c'est un peu le berceau des croyances, la Numidie. Ouais, ça les a toujours inspirés. Oui. Et en fait, la Numidie, c'était beaucoup plus des croyances ou des protections aussi de la population. Voilà, exactement. Voilà, des entités. Donc, contrairement aux Numides, les Grecs, eux, représentaient des dieux donc, avec une forme humaine, avec les défauts et les qualités des hommes. Seulement, la seule différence avec les hommes, c'est leur capacité hors du commun. Et en fait, eux, ils le représentent dans des temples avec des statues. Donc, ce qu'on a dit, c'est différent des Numides, quoi. D'accord. Donc, bon, malheureusement, le seul temple qui nous reste aujourd'hui, donc c'est le temple d'Athéna à Athènes, et c'est l'une des merveilles du monde. C'est l'une des merveilles du monde antique. Voilà. Donc, aussi les Grecs. Eux, ils ont ce qu'on appelle les dieux de l'Olympe. Donc il y a 12 dieux principaux, ce sont les dieux de l'Olympe, donc ils vivent dans le mont Olympe d'ailleurs. Donc ce sont les frères et sœurs de Zeus et les trois suprêmes, on va dire. Donc Zeus, le dieu des dieux, le dieu de la foudre également. Poséidon, dieu de la mer et des océans. C'est ce que tu avais cité. Oui, exactement. Et Hadès, dieu des enfers. Donc dieu des enfers, voilà. Donc ce sont les trois frères principaux. Donc après, il y a d'autres dieux, il y a Aphrodite, Déméter. Chacune, en fait, ce qu'il faut savoir également, c'est que, donc on va revenir un petit peu aux dieux numides, eux, ils représentent, donc, comme on a dit, les éléments, les créations importantes. Et pourtant, chez les Grecs, ce sont plutôt les dieux donc, qui représentent des tâches quotidiennes. Par exemple, Déméter, c'est la déesse du foyer. Chez nous, en Numidie, chez les Numides, il n'y avait pas de déesse de foyer. Ils avaient la lune, le soleil, le vent, la pluie, etc. Voilà. Donc, il y a aussi Aphrodite, déesse de la beauté. Donc, voilà. Et en fait, ils sont chargés, donc chacun a une tâche, une mission. C'est vrai. Donc il s'agit aussi d'aider les gens. Alors chez nous, chez les Numides, on dit aussi Assas Dar. Tu connais cette expression? Oui, donc... il y a toujours un gardien de la maison. Oui, voilà, exactement. Ça aussi, c'est aussi des croyances qui reviennent de très... Voilà. Ouais. Exactement. Et c'est considéré comme une divinité également, dotée d'une grande sagesse. Donc... eux, pour les Numides, leurs dieux, ils sont parfaits. Et pourtant, chez les Grecs, eux, ils considèrent les dieux comme... ils ont quelque chose d'humain en eux, c'est-à-dire qu'ils ont des défauts, des qualités. Et d'ailleurs, chacun a son propre camp. Par exemple, Athéna, elle est adorée surtout à Athènes. D'ailleurs, ça vient de là, le mot Athéna. Et à Sparte, ils préféraient Poséidon. Donc chacun avait son dieu préféré. Il y avait des concurrences? Voilà, exactement. Il se faisait la guerre et il implorait les dieux en fait de les aider. Et donc tout ça, c'est des mythologies. Donc, mais ça a été très repris par le cinéma, par la bande dessinée, par la culture populaire en général. Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est grâce à cela qu'on arrive aussi à les comprendre, à les connaître, à mieux il y a énormément de contes grecs qui retracent un petit peu la vie des dieux, des héros, des demi-dieux, etc. Et il y a plusieurs contes. Donc, comme on l'a dit, les deux plus connus, ce sont donc la cosmogonie d'Homère, qui est un grand écrivain. L'Iliade de Homère, c'est ce que me dit Yazid. Oui, on n'a pas de preuve qu'il existe, Homère. Donc la cosmogonie d'Homère, elle est très connue, mais celle qui est le plus connue, c'est la théogonie d'Hésiode. Donc Hésiode, lui non plus, on n'a pas de preuve qu'il ait existé, mais c'est aussi un écrivain très connu de l'Antiquité. Donc nous, ce qu'on raconte et tout, on s'intéresse plus à la théogonie d'Hésiode, même si ça reste en gros la même histoire. La théogonie d'Hésiode, elle est plus détaillée, et il y a aussi plus d'histoire. En fait, c'est très vaste le monde des dieux. Il faut savoir aussi que les Grecs, ils ont aussi inventé des créatures extraordinaires, donc qu'aujourd'hui on les reprend aussi dans des films. Ces créatures, ce sont les créatures mythologiques grecques. Et qui restent jusqu'au jour d'aujourd'hui, et beaucoup bien sûr travaillent sur ces divinités, ces croyances aussi, qui restent très ancrées dans leur patrimoine.
Donc, comme exemple de ces créatures, il y a le très connu Minotaure. Donc, dans la culture grecque, il n'y a eu qu'un seul Minotaure qui a été tué dans un labyrinthe. Donc, les Minotaures, donc, ce sont des taureaux à corps d'homme. Donc, ce sont des taureaux carnivores avec le corps d'un homme, surpuissant. Donc, il y a également par exemple les faunes. Donc, il est très rare qu'il y ait un dieu qui n'est pas un humain. Et pourtant, donc, le seul dieu qui est une créature mythologique, c'est le faune. Il s'appelle Pan. Donc, ça s'écrit P-A-N. Donc, c'est le dieu de la basse musique parce que, donc, ensuite, il y a plusieurs classes de divinités. Par exemple, il y a une déesse pour le ciel du bas et une déesse pour le ciel du haut. Donc, plusieurs catégories pour le même élément, pour la même chose. Donc, Pan, c'est le dieu de la basse musique. Et bien sûr, le dieu de la haute musique, c'est Apollon, fils de Zeus. Donc, il y a également le centaure, très connu. C'est certainement la créature la plus connue parce que, déjà, il a un buste d'homme et le corps d'un cheval. Donc, ils sont représentés comme de grands sages. Et ils sont également auteurs de plusieurs contes. Par exemple, Achille, très connu, il a été élevé par un centaure. Qui lui a appris la guerre, qui lui a appris la chasse, etc. D'où le fameux tendon d'Achille. Oui, voilà, le tendon d'Achille. Oui. C'est là où la seule partie vulnérable d'Achille et qui reste aujourd'hui dans... Oui, voilà. Donc, les centaures. Et aussi, donc, très connu, qui a été repris dans les contes d'Homère, surtout dans celui d'Ulysse. C'est le cyclope. Donc il y a plusieurs cyclopes. Ce géant. Oui, voilà, un géant avec un seul œil au milieu du front. Donc le cyclope le plus connu, c'est le fils de Poséidon, qui a été aveuglé par Ulysse et qui est mort ensuite à la suite de ses blessures. Et donc tout cela, toi, tu les as appris dans les livres, beaucoup plus, ou dans les dessins animés? Dans les films surtout, parce qu'ils le représentent beaucoup. Et il y a aussi, on a dit tout à l'heure, il y avait des créatures qui représentent des dieux. Enfin, il y en a une seule, on a dit. Mais il y a plusieurs créatures qui représentent des demi-dieux. Donc un exemple, par exemple, les satyres. Donc les satyres, c'est l'équivalent des faunes, mais les faunes, en fait, je ne l'ai pas dit, mais c'est un corps d'homme, mais avec les pattes d'une chèvre et les cornes d'une chèvre également. Donc petite corne. Et les satyres, eux, c'est à peu près la même chose, mais avec de plus grandes cornes et le corps d'un bouc, en fait. C'est un mélange entre faune et minotaure, en fait. Très bien. Donc eux, ce sont des demi-dieux. On en apprend aujourd'hui. En fait, eux, ce sont des demi-dieux, on les appelle comme ça. C'est-à-dire fils de Dieu et d'un mortel, ou d'une mortelle. Donc parmi les demi-dieux les plus connus, on a Héraclès ou Hercule. Il y a également Prométhée, Icare. Ce sont tous des demi-dieux, donc tous des divinités gréco-romaines, parce qu'il faut aussi dire que les Romains avaient les mêmes mythologies, juste avec des noms différents que les Grecs. Donc par exemple, Zeus, on l'appelle, dans la mythologie romaine, on l'appelle Jupiter. D'où le nom de la plus grande planète. Et c'était très important parce qu'ils y croyaient, même dans leur gouvernance. Voilà, et ils étaient très influencés par ces divinités. Exactement. Et c'était vraiment très impacté dans la société. Les Numides, par contre, c'était aussi des croyances, mais c'était pour beaucoup plus protéger la population par ces croyances. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, comment ils idolâtraient leur dieu, c'était en respectant ce qu'ils représentent. Par exemple, quand il pleut, c'est comme si on montre un signe de respect à la pluie. Les montagnes aussi également. Comme on a donné l'exemple tout à l'heure d'un vieil arbre qui est considéré comme un sage, qui a une conscience et qui est bénéfique pour la population. Donc voilà, il protège la population, etc. Différemment des Grecs qui, eux, se faisaient la guerre pour leur dieu. Aujourd'hui, tu sais qu'on parle aux arbres. Aujourd'hui, il y a des sciences qui te disent l'arbre aussi s'exprime et aussi on peut lui parler. Et il nous écoute. Ça rappelle encore une fois ces divinités, ces croyances qu'avaient nos ancêtres aussi. Voilà, exactement. Donc, en fait, je vais donner un exemple d'une rivalité. Donc, c'est la rivalité entre Athènes et Sparte. C'était les deux cités qui se faisaient le plus de guerre. Bon, selon les récits les plus détaillés, on dit que c'était Athènes la plus forte. Mais après, ça reste totalement flou également. Très bien. Voilà, exactement. Voilà, on a pu, avec toi, apprendre beaucoup de choses aujourd'hui entre les divinités grecques et surtout ces exemples qui existent en tout cas avec la Numidie. Merci beaucoup Massilias. À très bientôt. Au revoir.
À la semaine prochaine, donc vendredi prochain. Oui. Eh bien, on va tout de suite retrouver donc une artiste qui est venue donc de Béjaïa. Mais avant, je vous invite à retrouver son clip vidéo et on se retrouve juste après. سعامل حقت وهمنا سعامل حقت وهمنا نكيني ما نرى ونسب مولي أجريت حاسس سمع في سكوسنا سوسنا غدي سكوسنا حاسس صار دي سكوسنا رفيقني شبيه ما هذا راضي وسنا مشكلنا ما هذا راضي وسنا مشكلنا ما يلاس وسنا داغيني ورفهين باين دي دبرينا دي غاسنا دي دبرينا دي غاسنا ما يتساوى من جني فثنا شواطن
Voilà, de retour sur le plateau, on a pu apprécier la belle voix et surtout le clip de notre invité, Toumleht. Bonjour. Bonjour. Bienvenue bonjour parmi nous. Bonjour à tous. Alors, votre nom d'artiste, c'est Toumleht. C'est Toumleht. Mais en fait, vous vous appelez Nasserat Oued. Exactement. Vous êtes originaire donc de Toumleht, le village Toumleht, la commune de Yakouren. D'accord. Voilà. Donc, à Béjaïa. J'habite à Béjaïa. Ouais. Et vous êtes donc poétesse. La première fois, j'étais poétesse. Oui, mais maintenant, je suis chanteuse. Voilà. Poétesse et chanteuse. Vous avez commencé, vous m'avez dit, à 14 ans. Oui, j'avais 14 ans, ouais. Et vous avez commencé à écrire. Oui. Et vous avez été passionnée par l'écriture donc de poésie. Exactement. Ouais. J'aime bien écrire. C'est ma passion. La poésie berbère. Oui, c'est ça. Et vous vous êtes inspirée. De temps en temps, je fais la poésie arabe, mais pas beaucoup. D'accord. Vous avez été marquée par qui? Des poètes? Des artistes? Non, des anciens artistes. Comme à Toulouse, Allah yarhamou, Khalibil Ounes, j'aime bien, Zdek Mouloud, Cherif Hamani. Bon, j'adore tous les chanteurs kabyles, mais beaucoup plus ces chanteurs-là. Voilà, ceux qui ont des textes. Voilà, des chansons à texte. Qui vous marquent voilà. par leurs textes. Exactement, exact. Voilà. Ouais. Et puis, vous avez donc décidé de faire un clip parce qu'on vous a dit que vous aviez une belle voix. Merci beaucoup. Et que vous aviez, donc, vous avez voulu, pourquoi pas, essayer donc, la chanson. C'est une expérience. Voilà, c'est une première expérience. Et d'ailleurs, votre album va bientôt sortir. La fin de mois de janvier, j'espère. Inch'Allah. On espère, Inch'Allah. La fin de ce mois de janvier, Inch'Allah. Alors, pour ce clip, ça a été réalisé à la place Guidon. C'est à le parc de Ali Baba. Et le parc de Ali Baba, voilà, Djaïa toujours. Oui, toujours, oui, à Béjaïa. Ouais. Avec les musiciens qui vous ont accompagné. Oui. Avec Zahera Yawa, sa fille Asila et son fils Sifax et Sofiane le guitariste et Mohamed Dekli le violoniste. D'accord. Voilà. Et bien sûr, donc le texte qui est important, un texte pour la femme. Oui, c'est adressé à la femme. C'est ce que je voulais dire de cette chanson-là. Des moments que tu sais qui tu es, tu sais bien comment tu es faite, il faut réaliser ton but. La vie d'une femme, c'est une bataille. Et malheureusement, cette bataille-là, c'est contre notre société, c'est contre notre famille, c'est contre nos voisins, c'est contre... voilà, alors il faut marcher vers ce but-là. Il faut le réaliser. Exactement. Pour donc s'affirmer dans la société et réussir dans la vie. Il faut avoir une personnalité forte. Oui, voilà. Pour pouvoir aussi aller à l'encontre aussi de certaines traditions qui sont peut-être aussi parce très que présentes. Le titre de cette chanson, c'est Zrer de je sais bien qui je suis. Alors, des moments que tu sais qui tu es, alors vas-y. Voilà. Et ça se travaille, vous choisissez des thématiques en fonction donc, de l'actualité, en fonction aussi de votre état d'âme? Tout dépend. Tout dépend de l'inspiration, tout dépend à chaque fois où je me retrouve. Et là, vous avez aussi écrit un poème pour l'Algérie? Oui, pour l'Algérie, oui. Djaïar de la Mana. Voilà. Vous allez peut-être nous le déclamer, peut-être un extrait? Oui, avec plaisir. Je vais essayer de déclamer tout parce que c'est un très bon poème. Je vais être un petit peu rapide. Voilà, un petit texte. بون الجزائر ذ الامانه يتجسد جديد جديك الجزائر ذ الامانه ذ النكواك ذ الاصليك الجزائر ذ الامانه غتيد نجي المي دميك الني وميرسنت في العالم ينهز البذني ويشارو يمصغرث نقسمن البارود ذو سلولو سبعه النفس دي سكواسن سيدا من القاعد صواب اثمورتي وغلين الحماله ثم قرنت بغانتك متحوس نتولن ذي الشباحه ما يدمننت ها الجزائر عزيزن ثموره سيبين وانت ماشي تمورتي غيوين يمين قمان رفض قارون وردا ثني غاستاكين يمي الواسن داك تدوم اك تعدين دي ثقرحين من خوخذ نكرد نتسوغ ايا ثما ثنغا مسيرم نتدوري بانسانيا ذا الشكاي دي صارن الدغل ذا نحاسي ومي يا كثزيك قارن بوانسي كغما غنسيين بغيغ سقولي كدينيض ام ثمورتي ولا شطيض خاصة تفغض ناديض رغورسا دي حنينوض كارع ثبت الساليض او ما بالك تغفلوض هذه رحم ربي شهداء يكسبنا الارواح نسن يمدلو لا غيدو في غلهنا يدوغن سيدا من نسن ولا ذنك الجزائريين وغسا ماشي تنعيو في السن على علام بو ثلاثه اللوان في الزيكزو ثمن الزواغ امكانيك سداوي ثران سوى ربي ما يفاغ في كيضاغ الامان ثلي ضاغ الامان الجناسه كنتها بينا الجزائر الامان يعطيك الصحة. Ça a l'air d'être beau. Moi, je ne comprends pas les paroles, mais vous allez nous les expliquer. Ce que je un petit peu, ça parle donc de l'Algérie. Mon grand-père, ton grand-père, alors c'est à nous de construire ce bled-là.
on peut la construire ici, c'est pas la peine d'y aller ailleurs. On a des idées, on a des... je sais pas, on peut faire beaucoup de choses à notre bled. Et voilà. Protéger notre pays. Protéger, voilà, vous parlez aussi des chouhada. Et voilà, j'ai pas parce que c'est grâce à eux. C'est grâce à eux, ils ont donné leur vie, ils ont donné leur âme, rien que pour une Algérie meilleure. Et alors maintenant, c'est à nous de construire cette bled-là. Voilà. Et vous avez pu entendre la belle mélodie aussi de Cheikh Khadem. Ce sont de grands noms aussi, donc de la musique qui vous ont inspiré probablement à travers leur musique, à travers leur poésie, à travers leurs textes. Leurs textes beaucoup plus. J'aime bien des chansons à texte. J'aime bien écouter le texte avant la musique. Oui, c'est très important. Ah, oui, bien sûr. Et pourquoi pas un jour donc vous produire face à votre public. Vous avez des fans qui vous suivent aujourd'hui? Oui, bien sûr. Oui, sur les réseaux sociaux en ce moment? Exactement, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Alors, c'est le kamel alayhom. Voilà. Ceux qui vous ont suivi pour mettre des j'aime et surtout pour classer votre clip aujourd'hui vous êtes visible sur le net. Exactement, ouais. Alhamdoulilah. Et bien sûr, donc des projets pour l'avenir, encore une fois. Vous avez écrit sur la femme et pas que pour le pays. Oui, j'ai écrit sur la femme, sur le pays, sur l'amour, la trahison, des sujets, un peu de tout, voilà. De toute façon, mes projets, j'ai ce CD, Inch'Allah, qui va sortir, qui va sortir bientôt, en espérant la fin du mois de janvier, Inch'Allah. Il y a des gens comme moi qui m'ont demandé de travailler dans le cinéma. Je suis en train de penser. Et voilà mes projets. Et voilà. Voilà, en tout cas, donc pourquoi pas le cinéma. Vous avez commencé par le chant, la chanson, la poésie d'abord, et bien sûr tous ceux qui vous connaissent peut-être depuis toute jeune, vous avez commencé à gribouiller à travers peut-être un livre, un cahier. Aujourd'hui, vous avez continué à le faire. Vous en avez plein des cahiers, j'imagine. Oui, plein de poésie. Pourquoi pas en faire un livre, oui. Voilà. Oui, Inch'Allah, pourquoi pas. Un livre, pourquoi pas. Rassembler tout cela. Oui, exactement. Voilà. Et puis on parle aussi de la réalisation de ce clip qui a été fait donc en plein air à Bjaïa, ça s'est bien passé. C'est grâce à mon éditeur Amar Ben Sadoun. On a demandé l'autorisation à le ministère de la Culture et il nous a accordé cette autorisation. Ça m'a vraiment, c'est un honneur pour moi de faire un clip au plein air avec le public et tout, de donner un peu de sourire et de aux vie gens. Surtout, et donner de la vie. Exactement. Surtout avec tout ce qui se passe au bled maintenant avec cette maladie-là de Corona. C'est vrai. Franchement, on a donné un petit moment de sourire aux gens. Exactement. Et surtout, vous avez choisi des lieux aussi qui sont très mythiques aussi pour la région, par exemple. Et le parc de Ali Baba, voilà. La place Guidon, qui est une place aussi très visitée à Bjaïa. Exactement, oui. Il y avait du monde, oui. Tout le temps, il y a du monde. Et ce parc. Le parc Ali Baba, oui. Très bien, en tout cas, on est content de vous avoir reçu. J'espère que le téléspectateur aura apprécié en tout cas cette chanson, cette poésie et surtout le clip qu'on pourra aussi repasser dans Bonjour d'Algérie à chaque fois. Merci à vous. Pour moi, merci à vous aussi. Merci à toute l'équipe. Voilà, un dernier mot peut-être merci à vous et à toute l'équipe. J'espère qu'il y aura d'autres émissions, Inch'Allah. Et à la prochaine fois, Inch'Allah. Un grand bonjour à tous. À la sortie de l'album, probablement. Merci beaucoup, Inch'Allah. Voilà. Bon courage. Je rappelle Nassira Touet, vous êtes donc artiste de Béjaïa, de Tizi. Vous portez donc le nom Temleh. Voilà. Bon courage à vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié ce moment en notre compagnie. Je vous dis à demain, Inch'Allah, et puis bonne journée à vous tous. On n'oublie pas notre sponsor officiel, Coral Peinture, nous a accompagnés durant toute cette émission. À demain. Merci à toute l'équipe. Au revoir.